Ok, c'est bon, d'accord? Je peux commencer. دوكا يمشي الصوت. أما لا خلاص، ما لا نحب بس عندي. راك تسمع فيا؟ خلاص نحبسوا دونك الماسنجر. داكور. اوكي تري بيان. السلام عليكم. Salam alaikum. Bonjour tout le monde. Euh, donc pour cette intervention, en fait, j'ai décidé de parler de l'histoire de l'analyse de données et comment un étudiant, ou quel est le chemin pour un étudiant à suivre pour en fait faire part donc de cette évolution et faire part du futur de l'analyse de données, soit autant qu'analyste, data scientist ou autant que big data engineer. Donc pour le choix du thème, je voulais pas en fait choisir un thème que vous avez l'habitude de voir soit dans vos cours ou sur une documentation que vous trouverez sur Internet. Je voulais parler un peu de l'histoire, juste pour essayer donc d'éclaircir, on va dire, l'ambiguïté qui existe à nos jours, surtout pour tout ce qui est les termes et les définitions utilisées dans l'analyse de données, le big data, la data science, machine learning. Donc tous ces mots, je me suis dit qu'un peu d'histoire fera éclaircir les choses. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Fatih Bikiwa, je suis statisticien de formation et j'ai la chance donc de travailler euh, dans des multinationales, spécialement dans le télécom, trois opérateurs télécoms, d'où j'ai pu acquérir une expérience dans le domaine d'analyse de données et de data mining. Pour notre agenda pour aujourd'hui, on va parler de l'évolution, une évolution historique de l'analyse des données. On va beaucoup plus parler de l'évolution récente et pas donc l'évolution lointaine. Et on va après parler de l'ère du big data et la data science. Et en finale, on va donner quelques conseils pour ceux et celles qui veulent donc faire part de cette belle discipline. Et à la fin, on va ouvrir on va ouvrir la porte aux questions pour les étudiants. Donc, pour l'évolution de l'analyse des données, tout d'abord, avant, il n'y avait pas, avant le terme analyse de données ou avant le terme machine learning, data science, toutes ces buzzwords, il y avait une seule discipline qui avait pour mission d'analyser les données. C'était la discipline de la statistique. La science de la statistique, elle a un héritage très très lourd en termes de production scientifique et ça date des années 1500 et on peut même remonter plus loin que ça. Et donc, la statistique a hérité de toute cette histoire, ce qui lui a permis en fait d'être donc une discipline très très riche en termes donc de découvertes et de théories scientifiques et aussi très rigoureuse en termes de fondation mathématique. Donc, dans les années 1800 ou avant les années 1800, on avait eu l'émergence des domaines des probabilités, notamment, notamment on a vu les termes corrélation la première fois, c'était avant les années 1800, le théorème de Bayes
qui après était le précurseur pour donc la statistique bayésienne, et là, on a vu naître dans les années 1700. Entre 1800 et 1900, on a vu naître beaucoup de techniques qu'on utilise jusqu'à maintenant, notamment les régressions, la régression linéaire, le principe des moindres carrés, les séries temporelles. Entre 1900 et 1940, on a aussi vu naître beaucoup de sous-disciplines de statistiques, notamment les statistiques mathématiques et les statistiques inférentielles, les hypothèses et l'inférence statistique. Entre 1940 et 1960, on a vu naître ce qu'on appelle la statistique moderne, les théories modernes de la statistique, notamment la statistique fischérienne. Et donc, Sir Ronald Fisher était un pionnier dans dans ces avancements. Et puis, dans les années 60, on va dire, jusqu'à nos jours, on a vu l'évolution des méthodes bayésiennes, l'évolution des séries temporelles. On a vu l'apparition de méthodes comme Box-Jenkins, comme les ARMA, les ARIMA, etc. Et aussi, on a vu naître des méthodes à base stochastique, et on a vu naître beaucoup d'évolutions. Et donc, à partir de ce timeline, vous pouvez voir que c'est aussi pour comprendre pourquoi, on va dire, les statisticiens ou la statistique, en fait, elle a rentré un peu en conflit avec les nouvelles disciplines comme le machine learning ou le data mining. C'est donc en partie à cause de son héritage qui est très lourd, et que donc les gens, les académiciens qui faisaient partie qui étaient fiers de cet héritage, ne pouvaient pas en fait s'ouvrir facilement à d'autres disciplines qui ont vu le jour et qui ont pour but aussi d'analyser les données. Dans les années 40 jusqu'aux années 60, c'était un peu l'ère de la recherche opérationnelle, qui était donc très utilisée, surtout dans la partie de la Deuxième Guerre mondiale, et elle avait application spécialement des applications militaires. Et on a vu aussi naître l'optimisation statistique et le premier ordinateur, l'ENIAC, qui a été programmé pour faire des prédictions pour le temps. Okay, des prédictions du temps, est-ce que ça va faire beau, est-ce que ça va pleuvoir, etc. Donc c'était les premiers essais qui ont vu naître ces disciplines-là dans les années 40 jusqu'aux années 60. En 1962, mathématicien, statisticien qui s'appelle Tukey, John Tukey, il a écrit un papier, donc un papier de recherche qui a fait le buzz. Et donc, ce papier-là est considéré un peu comme le papier précurseur pour ce qu'on appelle aujourd'hui la data science. Donc, son papier de recherche s'appelait The Future of Data Analysis, donc le futur de l'analyse de données. Et à cette époque-là, il avait choqué ses lecteurs, qui sont des chercheurs statisticiens de renommée, en disant depuis longtemps, je pensais que j'étais un statisticien qui s'intéresse à l'inférence du particulier au général, mais après avoir vu l'évolution de la statistique mathématique, je me pose aujourd'hui des questions et des doutes. Je me sens beaucoup plus intéressé dans l'analyse des données. Et voilà, il lance donc un terme, l'analyse des données, qui pour lui beaucoup plus large que la statistique. Et donc ce papier a fait donc un buzz, et les gens n'ont pas vraiment aimé. Pourquoi? Parce que la statistique qui avait tout cet héritage, Jean Tukey voulait donc
donc il voulait que toute cette discipline soit une partie d'une discipline plus grande qu'il appelait l'analyse des données et qui dit que cette analyse des données, elle va inclure des procédures d'analyse de données, des techniques pour l'interprétation, des façons de planifier et de récupérer les données et de faire l'analyse. Il commence déjà à penser à ce qu'on appelle après, ce qu'il appelait l'analyse exploratoire, et qui est pour lui un peu indépendante de la statistique académique classique ou la statistique inférentielle. Dans les années 70 jusqu'à 80, donc il y avait un boom dans tout ce qui est ordinateur et il y avait un boom aussi dans tout ce qui est système de gestion de bases de données. Donc dans l'année 72, Code a publié un important article et il propose l'utilisation de bases de données relationnelles où le schéma de la base de données est donc indépendant du schéma physique du storage. En 1974, l'université de Berkeley avait développé un SGBD qui s'appelle Ingris, qui utilisait un langage qui s'appelait QL et qui a permis en fait à la création de systèmes tels que Ingris Corporation, Microsoft SQL Server, Sybase, etc. En 1977, IBM aussi a créé un SGBD qui s'appelle System R et qui utilisait le langage SQL à cette époque. Il a contribué au développement de l'SQL, DB2 qui est le SGBD de IBM, Oracle et autres compagnies. Et en 1976, un nouveau modèle de base de données relationnelle qui s'appelait Entity Relationship, donc entité relationnelle, a vu le jour et après il est devenu le modèle clé donc dans tous les SGBD. Aussi dans les années 80, la fin des années 80 spécialement, le langage SQL est devenu le langage standard ou le langage clé dans tout ce qui est requête des bases de données. Et on a vu après les années 90, début des années 90, on a essayé donc d'uniformiser en fait le SQL de tous les systèmes de gestion de bases de données pour qu'il soit, on va dire, le même à travers tous les SGBD. En 77, alors Tukey revient, donc après son article en 62, en 77, il écrit un livre qu'il appelait Exploratory Data Analysis, et donc c'est l'analyse de données exploratoire. Et pour lui, avant donc d'entamer une procédure d'analyse statistique classique inférentielle, on doit tout d'abord être guidé par une analyse exploratoire. Il introduit aussi une révolution dans la statistique et qui sont les box plots, les boîtes à moustaches, et ces boîtes à moustaches qui permettent en fait de résumer une distribution d'une variable, d'un phénomène étudié, beaucoup mieux que ce que les statisticiens inférentiels utilisaient à cette époque-là, à savoir la variance ou l'écart type et la moyenne. Alors, il a introduit donc 5 mesures qui sont le maximum, le minimum, la médiane et les quartiles pour dire que rien qu'avec ces 5 mesures, on peut vraiment avoir beaucoup d'informations sur notre distribution ou sur la distribution d'une variable et on peut comparer les distributions des variables entre eux au lieu d'utiliser la moyenne et l'écart type qui sont très, très sensibles aux valeurs aberrantes ou aux valeurs éloignées. Et donc, ce livre a en fait aussi permet à beaucoup de gens, beaucoup aussi de statisticiens,
de changer un peu de cap et de changer un peu de philosophie dans l'analyse de données. Dans les années 90, on a vu l'apparition ou on va dire le boom d'Internet. On a vu des sites web qui émergent comme Amazon, eBay, Hotmail, Google, PayPal. Ces sites web qui commencent à générer de tonnes et de tonnes d'informations. D'où la nécessité encore aux gens qui analysent les données de trouver d'autres moyens et d'autres façons non classiques d'analyser ces données. Euh, Aussi dans les années 90 jusqu'à 2000, en termes de storage et en termes de base de données, on a vu l'évolution du data warehousing. Donc, on est passé un peu du système relationnel qui était beaucoup plus un système transactionnel et opérationnel vers le data warehousing qui était en fait beaucoup plus une architecture qui permettait l'analyse de données, le reporting et de faire du data mining comme vous pouvez le voir sur le schéma suivant. Et donc, le principe du data warehouse, c'est de récupérer toutes les données à travers les différents systèmes transactionnels. Ces différents systèmes transactionnels peuvent être des systèmes de gestion de bases de données relationnelles, donc via des outils de ETL et extraction, transformation et chargement de données. On va charger les données dans un schéma différent du schéma relationnel, c'est des schémas en étoile ou des schémas en flocons de neige. Et ces schémas vont en fait permettre une rapidité dans tout ce qui est analyse, reporting et data mining. On a aussi vu l'apparition du terme data mining ou de la philosophie data mining qui est un peu différente de la philosophie statistique et qui part en fait par un principe très simple. Le principe est au lieu en fait d'appliquer un modèle sur donc des données et au lieu de connaître au préalable le processus qui génère ces données, c'est-à-dire la distribution préalable des données et appliquer des temps de tests statistiques pour pouvoir généraliser le résultat d'une application d'un modèle, ce qu'on va faire, c'est donc de scinder notre fichier en deux, en training et en testing. On applique notre modèle sur l'échantillon d'apprentissage et puis on récupère soit la fonction, soit les règles, tout dépend de la technique qu'on a employée, et on applique cette fonction ou ces règles-là à un autre échantillon qui s'appelle l'échantillon de test et on compare en fait des KPI qui sont rien d'autre que des KPI comme l'accuracy, si le modèle a bien détecté, si c'est un modèle prédictif, s'il a bien détecté, il a bien prédit notre variable de réponse ou pas. Ici, les performances des KPI entre le training et le testing ne sont pas sont à peu près les mêmes. On peut être confident que ce modèle peut être généralisé. Et donc, on a vu aussi apparaître beaucoup de process, par exemple le CRISP-BM, qui est un process de data mining qui ne suit pas forcément une industrie ou un outil particulier, donc un process indépendant qui peut être appliqué à n'importe quel projet data mining et qui commence par la compréhension du business ou la compréhension du problème qu'on veut donc modéliser, puis la compréhension des données qu'on a en main, puis la préparation de ces données à des fins d'analyse, parce que les données en fait sont éparpillées et peuvent être dans un format qui ne se prête pas vraiment à la modélisation. Une fois qu'on a préparé les données, qu'on a nettoyé les données, on applique, on vient vers la partie modeling et on applique nos modèles et puis on les évalue. On évalue les modèles sur les échantillons test et après on déploie notre modèle.
Donc, durant ces années 90 jusqu'à 2000, c'est donc cette discipline, le data mining, qui régnait en maître. Entre 2000 et 2010, un autre boom donc euh, vient d'apparaître, qui sont donc les réseaux sociaux. Et le truc, c'est que les réseaux sociaux ont en fait engendré un nouveau type de données qu'on n'avait pas l'habitude de voir, ou du moins qu'on n'avait pas l'habitude d'analyser. C'est les données non structurées ou les données semi-structurées. Et donc un nouveau besoin est apparu. Ce besoin, c'est comment analyser les données non structurées. Et donc le text mining commence donc à apparaître. Aussi, image recognition commence à apparaître, le speech recognition commence à apparaître. Donc, toutes ces disciplines qui ne sont pas vraiment issues de la statistique, même si derrière il y a des techniques statistiques qu'on emploie. Donc, on permet à l'émergence, on va dire, d'un autre domaine ou un rebranding du mot existant, et on a vu apparaître beaucoup de termes. Donc, le BI, qui est le traditionnel reporting via des outils informatiques, on a vu apparaître le terme business analytics, d'où l'application des techniques analytiques donc sur des problématiques business. Data analysis est toujours là. Machine learning, spécialement pour tout ce qui est image recognition, speech recognition, etc. Et data mining aussi, data science qui aussi commence à voir le jour, spécialement dans la fin des années, donc après les années 2010. Et donc, on commence à voir sur Internet les gens qui poussent, donc des intervenants, que ce soit des universitaires, des académiciens ou des gens de l'industrie, spécialement les gens euh, qui vendent, donc les sociétés, les vendors qui vendent des outils analytiques comme SAS ou SPSS, et qui essayent de pousser une définition, une vision de l'analyse de données pour en fait euh, donc essayer de vendre plus d'outils. Et donc Business Analytics, c'était un terme très très utilisé par ça. C'est comme ça, c'était leader dans tout ce qui est analytique. Donc ça, c'est une société qui vend des logiciels d'analyse de données et de data mining. Et donc, ce terme a été très, très présent. Data analysis, parce que c'est un terme qui était présent depuis longtemps. Machine learning, parce que la communauté des gens issus du machine learning commençaient en fait à s'intéresser beaucoup plus au business, donc au domaine du marketing, etc. Et donc elle poussait dans le sens où le terme machine learning doit être utilisé. Et on pouvait voir sur Internet des articles qui disent que non, tout ça n'est rien d'autre que de la statistique, d'autres qui disent non, c'est beaucoup plus de la business analytics, et les autres qui disent la différence, c'est que c'est maintenant on utilise des techniques de machine learning et on doit tous appeler ça machine learning. Et on a vu apparaître où on a vu l'application des techniques de machine learning qui devient donc mainstream avec les techniques supervisées et non supervisées. Donc les techniques supervisées, c'est des techniques qui essaient de prédire une variable de réponse dont on connaît déjà le output dans le passé. Par exemple, on veut prédire si le client va partir ou pas. On a un historique de nos clients dans nos bases de données sur les clients
qui ont quitté, donc qui ont churné et qui ont quitté l'entreprise ou qui n'ont plus acheté notre produit et des clients qui ont resté. Et on peut appliquer des techniques qui permettent de nous faire en fait des prédictions ou du scoring pour nous dire quels sont les clients susceptibles aussi de quitter dans le futur. Ça, c'est supervisé parce qu'on a cette variable, notre output, notre Y, si vous voulez, qui existe dans le passé. Il y a des techniques non supervisées, c'est-à-dire que c'est des techniques beaucoup plus exploratoires, comme la segmentation, comme la réduction, la réduction des variables, comme le Principal Component Analysis, l'analyse en composante principale, l'analyse factorielle, etc. Et puis, la façon d'analyser ou d'appliquer les projets data mining ou machine learning aussi deviennent, cette façon devient la façon la plus utilisée qui consiste en fait à donc scinder notre data en échantillons d'apprentissage, en échantillons de tests et en échantillons de validation. Après les années 2010 et après toutes ces évolutions, il y a vraiment eu un boom qui s'accélère de plus en plus. Ce boom était en fait en relation avec l'évolution de la donnée et la génération rapide, très rapide des données et d'autres termes qui commencent à voir le jour, notamment le big data et le data science. Donc, le big data, on parlait avant du data warehouse, maintenant on parle des data lakes, donc les lacs de données. Pour le data science, avant, pour être un analyste de données, il suffit donc de connaître un outil, de connaître un peu de statistiques et de savoir utiliser un outil analytique comme SAS ou SPSS ou autre. Maintenant, on demande d'utiliser un langage de programmation qui permet d'analyser les données parce on veut que l'analyste ait beaucoup plus de liberté et dans la façon dont il analyse ces données. Et on veut aussi que l'analyste doit être capable donc de prendre l'algorithme et de le modifier, ce qui n'est pas possible avec les outils commerciaux. Donc, on va apparaître un skill très important qui est le hacking skills, donc la programmation. Et on demande aussi beaucoup de savoir dans les méthodes statistiques, mathématiques. Et on ajoute à ça une connaissance du business sur lequel on travaille. Et la personne qui a en fait ces trois connaissances va s'appeler en quelque sorte le data scientist. S'il est dans cette partie, c'est un statisticien. S'il est dans cette partie, c'est un computer scientist, c'est un software designer. Il connaît que le code. S'il est dans cette partie-là seulement, c'est un marketeur. Il connaît que le business. S'il connaît un peu de business, c'est un peu de statistique, c'est un traditional research, donc c'est un peu un analyste. S'il connaît les stats et le code, c'est un machine learning guy. S'il connaît le code et le business, c'est cette zone est appelée danger zone parce que sans la connaissance de la mathématique et de la statistique, il ne peut rien faire. Et donc, c'est un Venn diagram qui était très utilisé pour essayer de présenter un peu c'est quoi le data science. Après, on a vu beaucoup plus de Venn diagram comme celui-là et à chaque fois, on ajoutait une interaction, on ajoutait des cercles et on essayait de cerner ou de chercher un peu cette personne qui n'existe pas réellement. Donc, pour le futur, c'est quoi le futur de la science de données ou de l'analyse de données? On parle beaucoup de l'automatisation, on dit que les modèles vont être
donc automatique et l'humain va juste superviser. Donc moins de d'interaction ou d'interférence de l'humain dans tout ce qui est modèle de machine learning. Et on parle aussi donc d'un nouveau domaine qui s'appelle euh, cognitive service, comme donc l'intelligence cognitive. On a un outil maintenant de IBM qui permet en fait de comprendre le langage naturel, les raisons des humains, d'être capable d'évaluer des hypothèses, de faire la visualisation, de s'adapter lui seul et d'apprendre. Et aussi, on pense qu'avec le AI et le robotisme, il y aura de plus en plus d'intelligence dans le futur et pourquoi pas un truc donc les robots peuvent être plus ou moins autonomes. Pour ce qui est de l'ère du big data et de la data science, c'est l'ère d'aujourd'hui. Ok. Donc, on entend souvent big data science, machine learning, etc. C'est quoi vraiment ces termes? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce qu'il n'y a pas de différence? En fait, pour trancher, on ne peut pas trancher parce que personne n'a le droit en fait de dire que le big data est ça et il n'est pas ça, que la data science est ça et ce n'est pas ça. C'est des termes qui sont apparus euh, non pas de labo de recherche, et donc personne ne pouvait les approprier et dire voilà ma définition, j'ai fait un papier, j'étais le premier à utiliser ce mot, voilà ma définition des choses et personne n'a le droit de le changer. Non, c'est des termes qui sont sortis de l'industrie et puis qui ont été repris par les uns et par les autres et chacun essaie de donner sa vision des choses. Mais si on se réfère à Wikipédia, on va dire la définition la plus utilisée pour le big data, c'est cette masse de données qui est si large et complexe que les SGBD traditionnels, les systèmes de gestion de bases de données traditionnels, ne peuvent pas ne peuvent pas les utiliser ou ne peuvent pas sont inadéquats pour ce genre de données. Donc, il y a des challenges. Donc, il y a des challenges relatifs à à l'extraction, au storage, donc à l'enregistrement de ces données, à l'analyse, à la recherche, à la requête elle-même, comment requêter ces données. Et on a vu apparaître donc des nouvelles technologies de big data, des nouvelles technologies de storage comme le Hadoop et des nouvelles technologies d'analyse de données comme Spark par exemple qui peuvent analyser les données sur des serveurs en parallèle au lieu d'utiliser un seul serveur et d'utiliser les ressources de la RAM d'un seul serveur. Le big data est aussi connu par les 3V. Il y en a qui ajoutent un quatrième, il y en a qui ajoutent un cinquième, mais on va juste montrer les trois plus importants qui sont le volume. Donc pour parler du big data, il faut qu'il y ait du volume. On ne peut pas parler du big data quand les données peuvent être stockées sur des bases de données d'un serveur d'entreprise. Et là, on voit souvent que ce n'est pas respecté, surtout dans les articles. À titre d'exemple, après que Trump a réussi à être président et à gagner les élections, on parlait de tous ces sondages d'opinion qui ont dit que Clinton va gagner. Et les titres, c'était The Failure of Big Data, donc la défaite du Big Data. Et là, quand on parle de sondage d'opinion,
on est vraiment dans la statistique classique, c'est-à-dire on est vraiment dans l'analyse de données du type on prend un petit échantillon, on étudie cet échantillon et on essaye de généraliser. OK? Et ce n'est pas une très grande masse de données, donc je ne sais pas pourquoi les gens, surtout les journalistes, les différentes revues économiques ou politiques ont repris cet article et ont repris donc ou ont lié donc les sondages avec le big data. Donc, c'est pour vous dire que vraiment le terme est vraiment euh, utilisé n'importe quoi, n'importe comment. Donc, il faut être prudent quand on essaie de prendre l'information via Internet pour vraiment chercher des sites où les gens sont, où on peut faire confiance au contenu de ces sites, où on connaît vraiment les gens, soit les blogs ou les sites spécialisés, on connaît vraiment les gens qui sont en train de produire donc ce contenu et ils doivent être des gens experts pour ne pas pour ne pas prendre n'importe quoi. Donc je disais que en premier lieu c'était le volume, deuxième lieu c'est la velocity, donc c'est la vitesse avec laquelle les données arrivent. Donc si on est en présence d'une base de données où les données arrivent chaque mois, ce n'est pas vraiment du big data. Pourquoi? Parce que il n'y a pas vraiment cette vitesse d'arrivée de données. Par contre, si on est en présence dans une base de données où les données arrivent chaque seconde, on va dire Amazon où il y a une transaction chaque seconde, on va dire les sociétés de télécom où il y a aussi une transaction chaque seconde, il y a un appel chaque seconde. Donc là, on a une dimension du big data. Variety, donc la variété des données. Les big data, la différence, c'est qu'ils ne traitent pas forcément des données qui sont structurées, qui se trouvent dans des bases de données, mais ils traitent aussi des données qui sont semi-structurées, les données du web, les données qui viennent des API ou qui sont cachées dans du HTML ou des données non structurées, par exemple les emails, les blogs, etc. Il n'y a pas vraiment de structure dans ces données-là. Certains disent que la différence entre le data mining et le big data, c'est en fait cette partie de variety, parce que dans le data mining, on parlait pas souvent, ou on parlait peu des données structurelles et on parlait pas vraiment de la vélocité, c'est-à-dire que les données n'étaient pas, il n'y avait pas ce besoin d'analyser les données en streaming, etc. Certains ajoutent virality, la donnée doit être virale, mais ce n'est pas vraiment important. Certains ajoutent value, les données doivent avoir de la valeur, mais le problème c'est qu'on ne sait pas si la donnée a de la valeur avant de la traiter, donc on ne peut pas dire que ces dimensions-là vont définir le big data. La science de données, le data science, c'est un autre concept qui va unifier, donc on a vu le Venn diagramme précédemment, qui va unifier la statistique, l'analyse des données et toutes les méthodes qui sont reliées comme les mathématiques, les statistiques, machine learning, visualization. Donc toutes les méthodes qui traitent de l'information, on va unifier toutes ces méthodes-là et on demande à la personne, à l'analyste, d'avoir un blended, donc d'avoir plusieurs skills des trois dimensions pour être appelé un data scientist. Euh, on va voir ici une petite vidéo qui va nous montrer en fait comment les gens utilisent l'analytique et le big data dans nos jours. Big data, analytics,
We've all heard the buzzwords, but what do they really mean? And how can they help your business? Let's start with definitions. Big data refers to the vast volumes and types of information that companies can now collect and process using increasingly high-tech systems. This comes from both internal sources within your company and external ones, customers, suppliers, and the broader market. It is both structured, such as customer purchase data from retail stores, and unstructured, such as internet search results, though all data has to be put into structured formats to be analyzed. Analytics is the use of math and statistics to derive meaning from data in order to make better business decisions. There are three kinds of analytics. Some are descriptive, for example, dashboards, scorecards, and alerts. They tell you what happened in the past, but not why it happened or what might change. Predictive analytics are more useful. They use past data to model future outcomes, perhaps indicating how customers will respond to a marketing promotion or how sales will be affected by certain market conditions. Even better are prescriptive analytics, which use techniques like optimization or A/B testing to advise managers and workers on how best to do their jobs. They might tell a TV salesman the right discount to offer, a web designer which type of ad will elicit more clicks, or a truck driver where to stop for gas. When you combine big data with effective analytics, you have what Babson College professor Tom Davenport believes to be a key competitive advantage for organizations today. What capabilities does your organization need to succeed? One approach is the Delta model. Data that is clean, accessible, and often unique to your company. An enterprise-wide focus, with key data systems and analytics resources available to the whole firm, not just isolated teams. Leaders at all levels that promote a data and analytics-driven culture. Targets for key business areas that could benefit from this approach. And talented analysts to execute the strategy. In a complex and dynamic business environment, big data and smart analytics are more than buzzwords. They're an important way to improve decision-making and ensure that your company is a step ahead of its competitors. Et donc, comme vous venez de le voir dans cette vidéo, il ne suffit pas d'avoir des gigantesques masses de données sans pour autant avoir la partie analytique qui vient avec et sans aussi pour autant avoir vraiment une stratégie d'entreprise pour tirer le maximum de ces données-là. Donc, il n'y a pas que le big data, il y a aussi la partie analytique. Donc, il y a la partie données et tous les challenges qui vont avec. Et puis, il y a la partie analyse et aussi tous les challenges qui vont avec. Et puis, il y a la partie organisationnelle, surtout quand on parle de l'application du big data et de la data science dans les entreprises. Il y a aussi un challenge en termes d'organisation de l'entreprise, parce que l'entreprise doit changer la façon de voir, elle doit mûrir en termes d'analytique, et toutes ces dimensions-là vont permettre, enfin, doivent exister et doivent être en synergie pour pouvoir rapporter un plus à l'entreprise. Dans cette ère de big data et data science, on voit une prolifération d'outils, d'applications pour soit gérer les données, soit les analyser. Et donc, quelqu'un qui veut en fait commencer dans ce domaine va un peu être surpris. Il faut qu'il choisisse très bien ces outils pour les outils qu'il faut apprendre et les infrastructures qu'il peut utiliser. Pour ce qui est de l'application de la science de données et du big data, on a pas mal d'applications, que ce soit dans l'industrie, dans le retail, dans tout ce qui est healthcare, dans les hôpitaux, dans tout ce qui est aussi
sociétés pharmaceutiques. On a aussi des applications dans tout ce qui est e-commerce, spécialement pour donc les sites de e-commerce, les sites aussi de services, comme les sites donc de voyage, dans les finances, les banques, les assurances, les brokers aussi, et aussi des applications dans le domaine de l'énergie. Et donc, il y a aussi les applications dans le domaine des télécoms. Pas mal d'applications qui va de la segmentation des clients, donc on va dire dans le retail, jusqu'à l'optimisation des chaînes de production dans l'industrie, jusqu'à les alertes dans tout ce qui est healthcare, jusqu'à donc on va dire les propositions de produits dans tout ce qui est e-commerce, jusqu'à l'analyse du risque dans les finances, et aussi l'optimisation et le forecast, la prévision de la demande d'énergie dans tout ce qui est domaine énergétique. On arrive maintenant à comment devenir un data scientist ou un big data engineer. Tout d'abord, il faut différencier entre deux profils qui travaillent dans les domaines du big data. Il y a le profil Big Data Engineer, qui est en fait un profil beaucoup plus de software, qui doit avoir un background beaucoup plus développé dans le software engineering, donc dans le développement des applications. Et il y a le profil de Data Scientist. On va commencer par le profil de Data Scientist. Le profil de Data Scientist doit avoir, on va dire, les 3 ou 4 compétences principales. Il doit avoir les compétences théoriques nécessaires en mathématiques et en statistiques. Donc, connaître tous les modèles statistiques, connaître tous les algorithmes du machine learning. Pas toutes, obviously, mais on va dire les algorithmes les plus utilisés dans son domaine. Parce qu'il y a des algorithmes utilisés dans un domaine particulier, il y a d'autres algorithmes qui sont beaucoup plus appropriés à d'autres domaines. Donc, tout dépend du domaine sur lequel il travaille, ce data scientist, il doit at least maîtriser ces algorithmes-là. Il doit avoir aussi connaissance de langages de programmation qui sont liés à l'analyse de données, notamment R et Python, ou soit les deux, ça sera mieux, ou l'un des deux. Il doit avoir, il doit connaître le langage SQL pour requêter les bases de données. Il doit avoir une bonne connaissance des différentes architectures de bases de données aussi. Il doit avoir aussi une bonne connaissance de son domaine. S'il travaille dans le retail, il doit donc comprendre c'est quoi le retail, comment il fonctionne. S'il travaille dans les finances, la même chose. Sinon, il risque en fait de créer des modèles qui ne sont pas vraiment applicables. Okay? Donc, il faut qu'il connaisse très bien le domaine parce qu'il ne suffit pas de créer des modèles et des analyses. Les analyses doivent permettre aux décideurs de prendre des actions. Aussi, il doit avoir une dimension ou un skills, une compétence dans tout ce qui est la communication et visualisation, parce qu'il va présenter donc ses analyses, il va présenter ses projets, il doit pouvoir parler un langage business, un langage assez simple, loin des langages techniques qu'il peut avoir avec ses collègues data scientists. Pour ce qui est des data engineers, il va être responsable, lui, en fait, de la création et le design de l'architecture et de tout le pipeline des données et des technologies Big Data. Donc, on lui demande souvent de connaître les technologies Big Data comme Hadoop, comme une distribution de Hadoop, Cloudera, Hortonworks, de connaître Spark et de connaître tous ces projets open source
vont avec Hadoop, notamment donc HBase, Cassandra, etc. Et on lui demande d'être responsable sur l'intégrité de données, sur la création de toutes ces pipelines et sur en fait le suivi de la bonne efficience de cette panoplie de technologies. Certains demandent d'avoir une personne qui fait les deux à la fois, mais c'est vraiment trop demandé. Le data scientist peut accéder à Hadoop et tirer de l'information, mais il n'est pas là pour vraiment développer toute le pipeline de la source jusqu'à toutes ces technologies, parce qu'il doit se focaliser beaucoup plus sur la partie analytique. Donc, comment devenir un data scientist ou un big data engineer? Tout d'abord, il faut un diplôme dans le domaine. Donc, soit un diplôme en computer science, soit un diplôme en statistique, un diplôme en recherche opérationnelle, un diplôme même en physique. Donc, un diplôme en général, un diplôme d'ingénieur, où l'étudiant va avoir donc les fondamentaux nécessaires, surtout pour tout ce qui est mathématiques et statistiques. Ok. Après, il va voir si donc il vient de la sphère statistique, recherche opérationnelle, physique, etc. Il va se dire j'ai un manque dans tout ce qui est côté informatique, côté base de données, côté programmation. Donc, il va essayer de combler ce manque, le plus souvent via des MOOC. Donc, les MOOC, c'est les Massive Online Open Course. Ok, donc c'est des cours en ligne qui sont, on a maintenant plusieurs sites web qui offrent des cours en ligne qui sont de très bons contenus académiques. C'est des cours d'université généralement reconnus mondialement, ou des sociétés aussi reconnues mondialement. Donc, on peut avoir un cours fait par des ingénieurs de Google, on peut avoir un cours fait par des professeurs de Stanford, et donc, selon le profil initial, si vous êtes issu de la recherche opérationnelle, donc vous devez chercher beaucoup plus des cours de programmation, Python ou R. Si vous êtes issu de computer science, donc vous devez, si vous voulez être un data scientist, donc il faut aussi avoir les skills nécessaires en termes de statistique et machine learning. Donc vous allez passer par des cours dans ce sens, ou vous allez vous dire non, je veux continuer dans un profil Big Data Engineer, et là aussi il y a des MOOC qui vont vous parler des architectures du Big Data, qui vont aussi vous parler du cloud, parce que le cloud maintenant est devenu très important aussi, et du parallélisme, on va dire des technologies de base de données parallèles, des technologies NoSQL, etc. Et donc, une fois que vous avez en fait essayé de créer, d'avoir ce profil-là, il faudra commencer à travailler sur vraiment sur sur on va dire des données réelles, ou travailler sur des projets réels. Maintenant, on a la possibilité d'utiliser le Open Data. Ça se trouve donc partout sur le web. Il y a des sites web qui vous donnent des données open, et c'est des données assez volumineux. Pour les gens qui veulent faire du data engineering, il y a aussi la possibilité pour eux d'utiliser le cloud, et donc d'avoir un profil étudiant sur Amazon ou sur Microsoft Azure ou sur Google Cloud, et ils peuvent aussi essayer d'appliquer ce qu'ils viennent de lire, ce qu'ils viennent d'apprendre, sans pour autant oublier les livres. Il y a quelques livres clés que je n'ai pas cités ici, mais que vous pouvez trouver sur le web.
Mais le plus important, c'est de travailler en groupe, ok, et de travailler ou de participer au meet-up et de participer aux différents groupes. Donc, si vous voulez, pour les gens qui veulent avoir un profil Big Data Engineer, ils peuvent créer donc un groupe, ils vont l'appeler Big Data Users, Algerian Big Data Users, ou Algerian Spark Users, s'ils veulent se spécialiser par exemple dans une technologie particulière, et ils peuvent échanger des idées, ils peuvent travailler sur des projets en commun, et comme ça, ils vont se soutenir les coudes et ils vont avancer. Pour les gens qui veulent faire de la data science, ils peuvent donc soit travailler avec R, soit travailler avec Python, c'est comme ils veulent. Pour l'instant, je suis le fondateur d'un groupe qui s'appelle Algerian R Users parce que j'ai l'habitude de travailler avec R. Et c'est un groupe qui se trouve maintenant sur Facebook. On a aussi une page Slack et on a aussi une page YouTube. Et donc, il est composé d'étudiants, étudiants toutes disciplines confondues. Il y a des marketeurs, il y a des gens issus des écoles de statistiques, d'autres issus de la recherche opérationnelle, d'autres issus de computer science. On a des étudiants de l'ENS, l'École nationale d'informatique, et il y a pas mal de profils, et chacun, on va dire, trouve son compte. Okay. On a aussi des chercheurs universitaires, des doctorants et des professionnels, et chacun trouve un peu son compte dans l'utilisation de R, parce que R est, on va dire, le langage par défaut de l'analyse de données depuis pas mal de temps. Python, maintenant, avec des librairies scientifiques, commence aussi à émerger et à gagner beaucoup de place, parce que les gens issus de computer science trouvent plus de facilité d'utiliser Python que R. Mais pour les gens qui veulent nous joindre, on a donc deux pages, une page Facebook et une page Slack. Donc l'objectif de ce groupe, c'est de fédérer la communauté des analystes de données, des data miners et des data scientists qui utilisent R, et de promouvoir donc l'enseignement de son langage dans les universités et aussi dans les sociétés. Et on welcome n'importe quelle personne qui s'intéresse à l'analyse de données. Donc, on a deux adresses. Donc, vous pouvez aller sur Facebook et taper Algerian R Users et vous aurez cette adresse. Et aussi, on a un groupe Slack qui nous permet en fait d'échanger de la doc et aussi de suivre les projets. Je vais vous montrer avant les questions. Je vais vous montrer ici notre Algerian R Users Group. On est en train de travailler sur un projet qui s'appelle Housing Project et qui consiste en fait à faire du web scraping pour les données, pour les offres immobilières en Algérie, et on essaie de ramener cette information, de la traiter et de l'analyser. Ici, on montre par exemple un petit graphe qui montre les prix. Et vous voyez, c'est le box plot. On a parlé des boîtes à moustaches, c'est l'invention de Tiki, où on montre les différentes distributions des prix selon que c'est une promotion ou pas. Donc, c'est l'immeuble et une nouvelle construction ou pas. Donc, true, ça veut dire une nouvelle construction, false, non, et NA, c'est-à-dire qu'on n'a pas l'information. C'est par région. On travaille sur Alger notamment. Donc, vous pouvez voir Alger Centre, Hidra, vous pouvez voir que les prix ici sont beaucoup plus élevés. Et la couleur ici, le vert, veut dire que
cet immeuble donc il a ou l'appartement a un garage ou pas. Et donc toutes ces informations ont été collectées à partir du web. Vous pouvez voir ici donc c'est notre Slack group et nos échanges et en fait on échange nos codes. Vous pouvez voir ici le code de 3 participants sur GitHub. On échange le code, chacun essaie de mettre son code et on essaie de trouver la façon la plus optimale de faire ce projet. Ça commence par l'extraction donc du données via des sites web, des offres et d'annonces donc de vente d'appartements sur Alger. Et puis on traite la donnée et on essaie de la nettoyer, on tire de l'information. On a aussi un groupe YouTube, donc une page YouTube, et vous pouvez voir déjà, on a fait 2 sessions de formation sur R et ils sont tous enregistrés, donc vous pouvez y accéder et voir et suivre si vous voulez nous rejoindre. Voilà, je passe maintenant au Q&A, questions. Et donc, j'ouvre maintenant la voie aux questions. Donc, n'hésitez pas à poser n'importe quelle question, soit sur le domaine, soit sur le milieu du travail, soit sur l'approche donc la plus optimale à suivre pour donc être présent dans cette discipline. Voilà, Wassim, c'est à vous. S'il y a des questions, juste tu peux les écrire directement dans le chat box. Alors, ma première question, pouvez-vous nous réexpliquer le projet sur lequel vous travaillez avec votre groupe? Ok. Donc, le projet consiste à euh, il y a un besoin en Algérie sur les informations et les données relatives à la vente au prix de l'immobilier en général. Parce que nos projets ont aussi un caractère social, on essaie d'avoir des projets qui ont de l'impact sur la société. Ok, donc on s'est dit, l'information, on va la ramener des sites web, d'un site web en particulier, en l'occurrence WebCnis, sur les offres des appartements sur Alger. On a donc ciblé Alger spécialement. Et donc, on va faire du web scraping, c'est-à-dire on va créer un programme qui va consulter les offres une par une et il va tirer l'information donc l'information qui est semi-structurelle ou non structurelle. Donc là, on travaille sur des données qui ne sont pas issues de bases de données, c'est du HTML. Donc on essaie de les extraire du site web et après on essaie de les rendre dans un format, on va dire, qui se prête à l'analyse. Donc un format tabulaire qui se prête à l'analyse. Et après, on va faire des analyses pour donc des comparaisons, pour voir déjà les régions où il y a donc la différence de distribution des prix et quelles sont les caractéristiques qui en fait vont nous permettre de prévoir le prix d'un appartement.
Par exemple, on a vu que si je reviens juste à ce graphique-là, on a vu que donc selon ou pas qu'on ait un garage, donc selon ou pas qu'on ait un garage, là en vert, vous voyez que tout ce qui est en vert a un prix beaucoup plus élevé. Ok. Donc là déjà on voit que selon pas qu'on ait un garage, le prix est corrélé donc positivement. Aussi on voit que les promotions, bien que les promotions c'est une nouvelle construction, donc leur prix est un peu plus élevé que les anciennes, mais ce n'est pas vraiment visible parce qu'il y a des fois, par exemple là, sur Alger Centre, on va voir là, par exemple sur l'Achor, ça c'est la partie promotion immobilière et c'est pas vraiment plus cher que la partie qui n'est pas une promotion immobilière. Et donc, il y a des régions où les appartements qui sont récents ne sont pas vraiment plus chers que les appartements qui ne sont pas récents. Donc, c'est un peu bizarre tout ça. Et l'objectif après, c'est d'essayer d'écrire un modèle donc, qui va nous permettre de prévoir le prix de l'appartement sur Alger. Donc, un modèle du genre, la personne va rentrer des informations, genre je veux un F3, un F4 sur tel ou tel endroit, avec ou pas de garage, une nouvelle construction ou pas, et d'autres informations qu'on peut ajouter. Et donc le modèle va donner une prévision du prix de l'appartement. Et une prévision qui va beaucoup plus dépendre donc de toutes ces données qu'on a tirées. Et comme ça, at least au moins, la personne, quand elle a une offre, elle va se dire non, le modèle a dit que normalement, en moyenne, le prix serait dans ce range et la personne me demande un range beaucoup plus élevé. Donc, ce n'est pas vraiment une bonne affaire. Ou peut-être que la personne lui donne un range moins élevé que le modèle, donc elle se dit que c'est une bonne affaire. Bien sûr, ça reste trop cher pour tout le monde, mais c'est juste une application ou un projet sur lequel on travaille actuellement. Si vous avez d'autres questions. Alors, si vous avez des questions, n'hésitez pas, hein, parce que même si vous avez des questions sur, on va dire, le marché de travail en Algérie, comment ça se passe, pour un nouveau étudiant, comment il doit faire, un nouveau diplômé, est-ce que ça paye bien ou pas? Alors, toutes ces informations, je pense que c'est utile pour vous, étudiants, de les connaître. Euh, je peux donner mon avis sur ça. Et s'il n'y a pas de questions, donc on va conclure. Donc j'attends Sim. S'il n'y a pas de questions, on va conclure.
Ok, vous avez une autre question. Voici, essaye de parler directement parce que je vois que vous pouvez parler. Je sais pas, vous pouvez parler directement. عندي هنا راك تبان باللي le son تاعك. Ok, le son. Ok. Est-ce qu'un informaticien peut-il devenir un data scientist? Oui, oui, il peut le devenir, mais, ok, je vais mettre un mais. Le mais hadaya, c'est quoi? En fait, tout dépend le chemin qu'il va suivre pour combler, donc combler son manque. Le manque تاعو en termes de statistiques, on va dire du machine learning. Ok. Le problème est le suivant. Un informaticien va donc venir avec un background, une façon de voir d'un développeur ou d'un software engineer, qui n'est pas forcément, qui n'est pas forcément la meilleure façon de voir quand on analyse les données. Parce que pour lui, pour un informaticien par exemple, il va être content s'il arrive, on va donner un exemple, le projet sur lequel on travaille. Un informaticien va être content si le challenge pour lui, c'est de réussir déjà de faire le web scraping, de réussir d'extraire les données à partir du web, etc. Si le code marche très bien, s'il n'y a pas de bug et l'information elle est là, pour lui, le challenge est accompli. Alors que la partie, on va dire, la plus importante, qui est la préparation, l'analyse des données, le nettoyage des données, Hadi, il va peut-être, pour lui, qu'est-ce qu'il va faire? Donc il va avoir des cours, etc. Et il va avoir un process. Il va se dire, ok, là, j'ai déjà vu comment faire ça. Je vais nettoyer les données. Ok, j'ai des valeurs manquantes. Comment faire avec les valeurs manquantes? D'après les cours que j'ai vus, il y a quelques méthodes. Je vais remplacer par la moyenne. Je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. Et pour lui, s'il réussit on va dire, d'implémenter ça, c'est-à-dire en termes de code, d'implémenter donc cette partie de nettoyage, il va être content parce qu'il est toujours dans cette vision de il n'y a pas de bug, mon code marche très bien, j'ai réussi donc à corriger mes données, etc. Mais la vérité que et ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est est-ce qu'on l'a fait correctement? Est-ce que s'il y a des valeurs manquantes et donc on va dire, on a remplacé ces valeurs manquantes par une valeur, est-ce que cette procédure est correcte ou pas d'un terme de vue analytique? Est-ce que remplacer une valeur manquante, par exemple, par une moyenne est toujours la bonne décision ou pas? Ou la laisser comme elle est et analyser les données et mentionner que ces valeurs sont des valeurs manquantes. Ou est-ce qu'il faut la supprimer? Qu'est-ce qu'il faut faire réellement? C'est-à-dire que chaque choix d'une méthode ou chaque choix d'une technique qu'on utilise doit être justifié. Et là, peut-être que, pourquoi je parle de ça? Parce que je parle de mon expérience. Donc, je sais que les gens spécialement issus de côté computer science, qui n'ont pas vraiment eu donc de formation statistique, en fait, ils ne se concentrent pas trop sur ces aspects. Pour eux, si le code est clean, si ça marche, donc le pipeline de l'analyse marche très bien, etc. Pour eux, ils ont fait leur boulot. Après, s'il y a un problème de données, ils vont juste vous dire ce n'est pas à nous de le fixer, alors que c'est à l'analyste donc de fixer ces problèmes de données. Autre chose, quand on arrive à une partie de l'analyse prédictive, appliquer les techniques de data mining, etc. Il y a cette approche aussi des gens issus de l'informatique. Par exemple, quelqu'un qui a fait computer science, il veut apprendre machine learning.
il va directement sur Python, ok? Parce il connaît déjà Python, et puis il entend qu'il y a des librairies spécialisées dans le machine learning avec Python. Il va directement, il va étudier ces librairies sans étudier la théorie derrière. Et qu'est-ce qu'il va faire? Ok, je veux appliquer un arbre de décision. Quelles sont les fonctions qu'il faut utiliser? C'est les fonctions x, y, z avec les arguments 1, 2, 3. Donc j'applique ça, ok, le code marche très bien, j'ai pas d'erreur, c'est bon, j'ai un résultat, ok, je viens de faire une modélisation. Alors aussi que c'est pas forcément correct. Parce que un langage, tu lui demandes d'appliquer un réseau de neurones, ou un arbre de décision, une régression, il va l'appliquer. Il va te sortir des résultats. Mais c'est à toi de comprendre que est-ce que cette application est juste ou pas? Est-ce qu'on a droit d'appliquer ça ou pas? Est-ce qu'on fait confiance aux résultats ou pas? Ok, ce n'est pas comme si on développait une application. Donc, quand on développe une application, on va tester que ça marche. Si ça marche, c'est bon. Non. Pour tout ce qui est data science, même si tu as un résultat et le code ne t'envoie pas d'erreur, ce n'est pas forcément bon. Parce que déjà, c'est des implémentations open source, donc c'est fait par des personnes du bénévole qui ont donc pris les techniques existantes et qui l'ont implémentée. Et dans chaque implémentation, on doit essayer de savoir s'il y a des erreurs ou pas. Donc il faut bien lire sur la librairie qu'on va utiliser, il faut bien lire les reviews et comprendre parce que derrière, ce n'est pas un outil commercial. Donc on n'a pas vraiment la certitude que ces librairies open source, ils font ce qu'ils disent qu'ils font. Ok? Et donc, on doit être très très branché et comprendre que oui, ça marche et la communauté, elle parle bien de ces librairies, etc., etc. Aussi, il faut savoir que généralement, les gens qui implémentent les librairies machine learning, s'ils ne sont pas vraiment des gens du domaine, pour eux, c'est juste un challenge d'implémenter un algorithme. Ok? Donc, ils peuvent louper quelques trucs très importants. Et c'est pour ça que, alors, toutes ces subtilités, tous ces détails, la personne doit les connaître. Donc, ce que je propose, les gens qui sont ici du computer science, ils ne doivent pas apprendre la statistique ou le data science, machine learning, appelez-le comme vous voulez, à partir d'un outil ou à partir d'une implémentation. Mais لازمش تبداو l'application. Commencez avec la théorie. Apprenez la théorie indépendamment de l'implémentation de l'outil. ما يهمكش بايثون، ما يهمكش ار، ما يهمك حتى حاجه، ما يهمك كلاسبات، لا يهم حسن. يهمك l'algorithme في حد ذاته. Donc, apprenez l'algorithme, étudiez l'algorithme via des MOOC ou via des livres ou whatever. Une fois que vous comprenez le fonctionnement de l'algorithme, vous comprenez les pros et cons, donc ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de mauvais dans l'application de cet algorithme, vous pouvez après choisir l'outil que vous voulez. Vous allez toujours donc découvrir qu'il y a dans l'implémentation quelques limitations. Et vous allez vous dire, mais normalement j'aurais dû avoir ça et ça et ça, j'aurais dû avoir ce KPI là et là et là. Mais il n'y a pas. Donc ce KPI n'existe pas. Donc vous allez devoir créer ce KPI par vous-même parce que la fonction ne va pas le retourner comme résultat par défaut. Ou vous allez pouvoir modifier dans la fonction elle-même ou dans l'implémentation elle-même. Dans toute cette guerre entre les gens qui disent R, VS, Python, etc.,
il y a quelques vérités dans toute cette, on va dire, guerre, mais pour ceux qui peuvent les apprendre les deux à la fois, ça sera mieux. Il y a un petit avantage dans R par rapport à Python, c'est que dans R, il a une histoire et depuis sa création, il a été dédié pour l'analyse. Okay, il a été créé par des statisticiens pour des statisticiens. C'est à la fois un avantage et un inconvénient. Un avantage parce que les gens qui implémentent, c'est des gens du domaine. Souvent, la personne qui, qui a créé l'algorithme ou la technique, c'est elle-même qui crée l'implémentation, la librairie dans R, c'est elle-même qui crée la librairie, mais souvent l'implémentation en termes de software engineering n'est pas vraiment très rapide, peut-être, n'est pas vraiment très fiable. Et donc l'implémentation de Python de ces techniques, souvent elle est plus rapide que R. Pas pour toutes les techniques, mais pour certaines. Aussi, Python est beaucoup plus, il est beaucoup plus facile d'utiliser Python quand on veut donc faire ce qu'on appelle data science ou le machine learning for machine. Il y a aussi cette distinction, c'est-à-dire qu'il y a data science for human and data science for machine. Data science for human, c'est l'analyse prédictive, l'analyse des données, tout ce que vous voulez, mais le client, c'est le décideur. Le client, c'est soit le manager, soit c'est un scientifique, soit c'est le médecin, etc. Donc, c'est un humain. Par contre, Data Science for Machine, le end result donc on va dire de la prédiction du score qui va sortir du modèle ou des règles, c'est la machine, c'est le système qui va utiliser automatiquement. Par exemple, tout ce qu'on voit par exemple, dans les sites e-commerce, dans les engins de recommandation. Okay, donc, il y a derrière un modèle machine learning qui va lire toutes les, on va dire, les ressemblances entre les gens qui ont acheté tel ou tel produit, qui va proposer un troisième produit, qui va veut dire les gens qui ont acheté X et Y ont aussi acheté Z. Et là, c'est le système qui va directement utiliser donc l'output pour le montrer au client. Et là, peut-être le Python est beaucoup plus performant parce que avec un seul langage, tu peux faire et la modélisation et le développement ou le déploiement web. Okay, le développement de l'interface, parce que Python permet aussi de faire du développement web. Donc, côté, on va dire, machine learning, data science pour le web, Python est beaucoup plus utilisé pour ces fonctionnalités-là, pour ces fonctionnalités d'intégration. Pour tout ce qui est business, business, souvent c'est R qui est beaucoup plus utilisé. Et donc, c'est ce que je propose aux étudiants. S'ils veulent, s'ils sont issus du computer science, ils veulent donc devenir des data scientists, n'apprenez pas les techniques à partir des implémentations ou à partir des outils. Apprenez-les indépendamment. Il y a pas mal de cours sur Internet, via l'IMOOC ou autres, qui permettent d'apprendre. Aussi, il faut souligner que la maîtrise de l'anglais est très 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 importante parce que pratiquement 99% de la documentation dans ce domaine est en anglais. Et donc, il faut faire un effort, du moins un effort de lire et de comprendre. Okay, les termes, c'est des termes scientifiques, c'est assez simple, c'est pas vraiment compliqué, et c'est technique, donc on ne vous demande pas d'être un Shakespeare, mais du moins de pouvoir lire une documentation et la comprendre, ça permet déjà d'ouvrir des portes. Après, si vous arrivez à entendre et comprendre, c'est beaucoup mieux parce que vous allez donc vous allez suivre les conférences qu'on trouve maintenant facilement sur YouTube et autres.
et vous pouvez être, on va dire, directement aligné, hein, aligné avec les nouveautés. Et donc, dès qu'il y a une conférence sur un outil particulier, vous êtes là, c'est كما تسمع أنت كما يسمع un Français كما يسمع un Indien, on est tous, on va dire, dans le même niveau quand il s'agit de documentation. Ok? Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire, pour les gens qui ne maîtrisent pas l'anglais, il faut vraiment faire un effort. Pas forcément pour le data science, c'est aussi pour le domaine informatique en général. Aussi, via les blogs, il faut connaître les personnes clés في الدومين هذايا, il faudra les suivre. Ok? كما الواحد يتبع ميسي يتبع رونالدو يتبع لي كلوب, vous allez donc vous devez avoir ou la connaître ces gens-là. Donc quand vous entendez Harley Wickham, vous connaissez qui est. Quand vous entendez Andrew Ng, vous connaissez qui est. Quand vous entendez les gens de la communauté Python qui sont en train de sortir, Sébastien Rashka qui est en train de sortir, les gens qui ont fait naître scikit-learn dans Python par exemple, la librairie du machine learning, il faut connaître ces gens-là. Vous avez la possibilité de les suivre, de devenir amis avec eux sur Facebook, sur Twitter, les suivre sur LinkedIn, à chaque fois qu'ils de suivre leur blog, et là, c'est-à-dire que il y aura ce contact direct avec les gens vraiment terrain. Ok, les gens vraiment terrain, vous allez comprendre leur philosophie, vous allez apprendre pas mal de choses. Au lieu d'attendre que après 10 ans ou 15 ans, il nous va aller comme un français qui va traduire un livre ou là qui va écrire un livre, etc. Je pense que même maintenant, تقريبا 90% des masters data science big data en France, ils sont complètement en anglais parce qu'ils n'arrivent pas eux-mêmes à donc ça change tout le temps, ça change très rapidement, ils n'arrivent pas à avoir le temps de traduire tout ça. Donc le problème de la langue est très important. L'anglais, si vous arrivez à il faut pour n'importe quelle personne qui veut continuer dans ce domaine un minimum de connaissances qui vous permettent d'assimiler ou d'apprendre la documentation. Voilà pour avoir répondu à cette question. S'il y a d'autres questions. Donc si vous avez d'autres questions. Quelles sont les entreprises qui utilisent cette technologie en Algérie? Bon, technologie, il va être le big data. Hein. Je pense vous parler du big data. Alors, je vais pas parler de la technologie parce que pour moi, ce n'est pas ça le plus important. Et ce n'est pas le big data le plus important. Ok. Le plus important, voilà, l'environnement data science. Ou l'analytique, ou la whatever. المهم les données. Quelles sont les entreprises qui analysent les données? En Algérie, les entreprises ne sont pas tous sur le même niveau quand il s'agit de la culture analytique. Ok? On a les entreprises qui, par défaut, ont cette culture. Ça veut dire quoi par défaut? Par exemple, quand on prend les sociétés de télécom, c'est le meilleur endroit pour une personne qui veut donc apprendre le domaine. Ok?
Les sociétés télécom, par défaut, c'est des sociétés technologiques où l'infrastructure technologique تاعها راهي قايمه في الاساس على collecte تاع لي دوني هذوما. OK. Elle va collecter les données automatiquement, elle va faire le billing, il va se faire automatiquement, et elle doit suivre vraiment les données pour pouvoir faire marcher son activité. OK. Donc, comme les sociétés télécom, c'est le meilleur endroit. Les فيهم تلقاو vraiment les technologies, تلقاو les concepts à data warehouse, تلقاو même les concepts à big data. Il vient de commencer en Algérie. Le data mining, le modeling. Le problème de le modeling des sociétés télécom حكاية كبيرة. C'est-à-dire que les personnes qui font vraiment ou là qui ont vraiment le profil de data science, puisqu'il n'y a pas d'université qui forme et puisqu'il n'y a pas d'étudiants aussi qui font l'effort, comme je viens de vous raconter, de faire donc de combler ou de créer le profil, le peu d'étudiants qui l'ont fait, malheureusement, on ne vous entend pas. Ok, هكاكم تسمعوا؟ الو الو هكاكم تسمعوا يا وسيم؟ الو 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 إلا تسمع فيا اكتب لي في الشات بوكس. الو 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 Je ne sais pas si vous m'entendez ou pas. Est-ce que vous m'entendez? Sinon, non. Ok. Allô, Wassim. Allô, allô. Allô, allô. Ah, comme tu m'as dit, c'est bon, je continue. Ok, très bien. Sur Messenger ou là, sur le webinaire? نكملوا هكا sur Messenger ولا الويبينار يكفي؟
Ok, ok. Donc, Milo sur Messenger. Bon, je disais que les sociétés télécoms, c'est les meilleures sociétés parce que les technologies les utilisent permettent en fait de stocker toute cette ces immenses bases de données. Aussi parce que les transactions هادو كامل لازم يتونجستراو pour pouvoir faire le billing, d'accord, pour pouvoir faire les factures, etc. Donc, par défaut, les sociétés télécoms sont le meilleur endroit pour ça. Pour ce qui est de la partie donc data science, est-ce qu'il y a de la modélisation, est-ce qu'on modélise maintenant, donc on fait de l'analyse prédictive, on fait du machine learning, etc. Euh, En fait, ça dépend. Ça dépend. Je sais que sur Jay-Z, ça n'existe pas. كان عندهم quelques projets, mais c'était des projets via des consultants. Mobilis, ما نحكوش عليهم. راهم بعاد. Pour ce qui est de Orido, ça dépend des saisons. Donc, le problème de Orido, c'est que les gens, les خدموا في هذا الدومين كاع, c'était des gens, ils ont fait un parcours وحدهم, c'est-à-dire que ils ont comblé le profil تاعهم كما حكيت لكم من قبل. Mais à un moment donné, تلحق وين tu veux avancer et تدخل في un peu, on va dire, des conflits, parce que généralement les projets ados, ça se donne aux consultants, et puis la majorité des personnes ont tout simplement quitté le pays carrément. Donc les gens اللي في الدومين هذا اللي نعرفهم خدموا في التليكوم ما بقى حتى واحد اللي كانوا خدامين دونك في سوسيتي تيليكوم في الدومين هذا ما بقى حتى واحد سير اون افي. D'autres sociétés normalement, bon, je sais pas trop, mais normalement la donnée aussi doit exister au moins ماشي بنفس الحجم اللي في التليكوم تلقاوها في les assurances. Maintenant, on voit apparaître quelques sociétés d'internet, employatiques, les WebKnis maintenant, les sociétés de e-commerce, ils vont être, la prolifération va commencer ou là va s'accentuer les années à venir. Dernièrement, il y avait une société Imadrasa qui cherchait donc des analystes de données qui étaient capables de sortir de l'insight à partir des données pour voir comment les étudiants ils utilisent le service, où ils ont les lacunes, etc. D'autres sociétés, retail, etc., c'est des sociétés qui ont des ERP, etc., mais ce n'est pas vraiment des données massives. Ok, ce n'est pas vraiment des données massives, mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, ce n'est pas qu'on ait des bases de données كبار ou là. Le plus important, c'est de tirer un insight, les informations qui existent. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'en créant le groupe AR, Algerian AR Users, je parlais souvent de la possibilité ou des possibilités qu'un langage comme R peut ramener à une entreprise. Notamment les entreprises qui utilisent encore l'Excel, utilisent encore des bases de données fichiers telles que Access, etc. R permet en fait de gagner du temps, en automatisant un peu, en utilisant un peu comme un langage de script, en automatisant un peu la partie de data preparation qu'on fait généralement sur Excel. نحكموا un fichier, chaque fois يلحقنا un fichier Excel, نحطوا الفيشي هذا تحت خوه, ناجوتيو 2 ou 3 variables اللي نكالكوليوهم في l'Excel, etc. ومن بعد on a des rapports qu'on fait régulièrement, soit chaque semaine ou là, chaque mois, etc. R en fait permet d'automatiser comme le process هذا et ainsi de gagner comme le temps هذايا اللي la personne elle passe à refaire sur Excel.
et elle va lui donner la possibilité d'analyser vraiment la donnée, de prendre le temps d'analyser la donnée, de poser des questions, de poser des hypothèses et d'analyser, ne serait-ce qu'avec une analyse descriptive, des fois on en tire vraiment pas mal d'insights. Donc, domaine هذا, chaque domaine, ce qu'il faut comprendre, chaque domaine, c'est à vous hein, de, comment dire, de le pousser à avoir sa place dans les entreprises. Euh, N'attendez pas qu'une personne qui ne connaît pas le domaine تقول لك هيا نديروا هذه ولا هذه. Ce qui est bien avec les outils de open source, c'est que ما راح ديموندي له والو، ما راحش تقول له، ما راحش يجيب لك العائق هذاك يقول لك non ça coûte très cher, il faut acheter une licence وما على باليش. Non, tout ce dont vous avez besoin, c'est d'installer, c'est free, savoir utiliser R ou la Python ou la whatever, et de savoir analyser les données et de tirer de l'information pertinente. Une fois que vous avez fait ça, vous allez envoyer donc vos analyses à votre responsable et je suis sûr qu'il va se dire tiens, ah, ça c'est bien, je ne savais pas qu'on pouvait faire ça auparavant. Il va se dire voilà, pourquoi pas, on va essayer de faire ça, etc. Je vais donner des exemples. شفنا مثلا البروجي كان على الويب سكريبينج. On peut faire d'autres projets, l'extraction de l'information des pages Facebook ou les Twitter, des commentaires de nos clients, comment ils sont en train d'interagir avec nous, l'analyse du sentiment pour voir s'il y a des sentiments négatifs ou la positifs. Tout ça, R peut faire, ou la Python peut le faire aussi. Okay. Et toute cette dimension d'analyse nécessite pas vraiment des infrastructures, etc. Elle nécessite seulement donc un savoir-faire. Et une fois que vous serez dans les entreprises demain, c'est à vous d'essayer de pousser à ce que ces domaines-là, donc le data mining, l'analytique en général, soient pris au sérieux et doit avoir sa place parmi les autres départements. Voilà, si vous avez d'autres questions. Voilà, si vous avez d'autres questions, sinon on va conclure. Je trouve qu'on a une demoiselle des questions. Et j'invite tout le monde, s'ils sont intéressés, de rejoindre le groupe et aussi de poser les questions dans le groupe. Ok, merci à vous. يعطيكم الصحة. السلام عليكم.